France 24, LCP, Public Sénat présente. Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Alors nous allons nous tourner vers un petit pays du Caucase qui intéresse Moscou au plus près, la Géorgie et ses 3,7 millions d'habitants qui est en ébullition depuis des mois suite au tournant pro-russe opéré par le parti au pouvoir Rêve géorgien. Des centaines de milliers de manifestants lui reprochent cet éloignement de l'Union européenne et aussi d'avoir truqué les législatives d'octobre dernier. Un ancien joueur de football professionnel connu pour ses diatribes anti-occidentales a d'ailleurs été investi président fin 2024 par un collège électoral constitué du seul Rêve géorgien pour succéder à Salomé Zourabichvili, qui le qualifie d'ailleurs d'illégitime. Elle est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Alors, comment dois-je vous appeler d'ailleurs? Madame la Présidente, Madame la 5e Présidente de Géorgie. Si vous voulez un numéro, vous pouvez, mais je conserve le titre de Présidente. Ça, c'est à vie de toute façon. Et en outre, effectivement, je suis aujourd'hui la seule institution légitime qui reste dans ce pays, puisque toutes les autres institutions ont été accaparés par un parti et par un homme. C'est un parti unique qui est au pouvoir. Je rappelle que vous êtes née à Paris, dans une famille de réfugiés géorgiens qui avaient fui les bolcheviks après une carrière de diplomate française et géorgienne bien remplie. Vous avez été élue présidente en 2018 avec le soutien du fameux parti géorgien que vous jugez aujourd'hui trop proche de la Russie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, actuellement, en janvier 2025, dans ce pays ? Alors, en janvier 2025, comme en novembre 2024, depuis les élections qui ont été complètement fraudées et avec beaucoup de rôles, et on y reviendra dans ces élections, de l'influence russe, le gouvernement qui en est issu a pris le 28 novembre, donc un mois juste après les élections, une décision qui a véritablement révolté la population parce que ce gouvernement a, sans mandat, décidé de suspendre, de stopper jusqu'à 2028, dit-il. Après, ils ont rajouté 2028, mais en réalité, pour tout le monde, pour nous comme pour les Européens, ça a été compris comme étant « je tourne » vers Moscou. Ce qui était la tendance déjà suspendu assumée. Les négociations d'adhésion avec l'Union européenne qui étaient ouvertes. Suspendu la marche européenne de la Géorgie, qui, quand même, il faut le rappeler, a obtenu le statut de candidat un an avant, attendait l'ouverture des négociations d'adhésion proprement dites, de la même façon que l'Ukraine et la Moldavie. Et au lieu de ça, c'est on stoppe tout. Et ça a été très apprécié par notre voisin russe. Moscou a dit, c'est très bien, vous vous comportez très bien. En revanche, la population géorgienne a dit, pas question. Depuis 30 ans, la population géorgienne se prononce à 80% pour cette voie européenne, pour la poursuivre et arriver finalement au bout de ce cheminement. Et devant cette décision de renverser le cours de la politique extérieure, la population est descendue dans la rue et elle n'en remonte plus. Alors après la désignation du fameux candidat pro-russe de Rêve géorgien, un ancien footballeur, Mikhail Kavelashvili, au poste de président le 14 décembre, vous protestez, on vous fait quitter le palais présidentiel. Qui est cet homme et pourquoi vous ne reconnaissez pas cette élection ? Ce n'est pas moi qui ne reconnais pas l'élection, c'est la population qui est dans la rue, dit « rendez-moi ma voix et rendez-moi mon futur européen ». Ces élections ont été volées, il y a eu une manipulation très générale, globale, dans laquelle l'ingérence russe est très claire. Et ceux qui ne l'ont pas vu tout de suite, quand on voit ce qui se passe en Roumanie, quand on voit ce qui aurait pu se passer en Moldavie. Une élection qui a été tronquée via TikTok. Nous, c'est l'électronique. Mais vous dites avec des trolls russes là, qui sont intervenus. Nous, on a eu des trolls russes, mais on a eu surtout la manipulation du vote électronique.
qui demandait une très grande sophistication, une pré-planification. Il y a eu l'utilisation de call centers. Enfin, tout ça était... L'OSCE a dit qu'effectivement, les élections n'étaient pas équitables, mais est-ce que ça aurait changé le résultat? 54%, c'est quand même le score important du rêve géorgien, mais vous pensez qu'il n'est pas mérité? On a connu des fraudes dans ce pays depuis plusieurs décennies. Il y a toujours eu ce que j'appelais les fraudes normales, mais là, il y a eu une fraude massive, très sophistiquée. Il y a eu des propagandistes et des spécialistes des élections qu'on a vu dans d'autres pays d'Europe centrale, russes, qui étaient présents depuis plusieurs mois en Géorgie. Sur la base de ces élections, le Parlement a été convoqué de façon non constitutionnelle, puisque j'étais la seule autorité autorisée par la Constitution à convoquer la première session du Parlement. Nous avions introduit, moi d'un côté, les partis politiques de l'autre, un recours au Conseil constitutionnel, que le Parlement n'a pas le droit d'être convoqué tant que le Conseil constitutionnel n'a pas tranché, ce qu'il n'avait pas fait. Donc doublement inconstitutionnel. Mais en réalité, tout ce qui déclenche la vraie colère, je dirais, de la population géorgienne, c'est la décision du 28 novembre, c'est de tourner le dos à l'Europe, d'élire un président avec une élection à parti unique, parce qu'il n'y a pas d'autres partis présents au Parlement, de quelqu'un qui ne représente rien, sinon cette voix pro-russe. Est-ce que l'opposition boycotte le Parlement? Soyons précis. Depuis les élections. Alors, une cinquantaine de manifestants sont déjà derrière les barreaux qui font l'objet de poursuites pénales. Les manifestations s'essoufflent et les opposants sont emprisonnés de façon un peu systématique. Oui, d'abord, je ne dirais pas que les manifestations s'essoufflent. Ça dépend un petit peu des jours. Effectivement, il n'y a pas une stabilité. C'est des manifestations humaines. Elles se sont déroulées par des grands froids au mois de décembre. Et la détermination de cette population qui manifeste est totale, parce qu'il n'y a pas de chemin en arrière. Vous avez raison de dire que les répressions s'accentuent. Il y a une politique d'intimidation. Il y a quelques jours, c'est l'ancien Premier ministre qui a été battu en plein hôtel Sheraton à Batumi, donc dans la troisième ville du pays, qui a été ensuite convoqué pour un interrogatoire, qu'on menace de poursuites criminelles. Donc ça touche tout le monde, des artistes populaires pour montrer que voilà, personne n'est épargné, même si on est très connu, même si on est très soutenu par la population. Des amendes pour tout le monde, parce que les caméras ont photographié tous les participants. Et vous n'avez pas peur de retourner là-bas? Mais j'ai pas plus peur que mes concitoyens qui sont dans la rue tous les soirs et qui vont y rester pour la seule raison que c'est existentiel pour les Géorgiens. Ça ne serait que les élections, probablement que le mouvement s'essoufflerait. Comme il s'agit de savoir si on va vers la Russie, si on retourne au système bolchevique, qui est un modèle qui est en train d'être mis en place, ou si on continue, ou on revient à la voie européenne, là, c'est ce que la Géorgie a fait depuis des siècles. Quand il s'agit de son existence et de son indépendance, elle résiste jusqu'au bout. Il faut quand même comprendre que l'économie de votre pays est très dominée par des oligarques qui ont fait fortune après l'ère soviétique en commerçant avec la Russie. C'est le cas d'ailleurs de Bizdina Ivanishvili, le milliardaire qui tire un peu toutes les ficelles du fameux parti Rêve géorgien, dont la fortune estimée à 5,5 milliards dépasse le budget de la Géorgie, votre pays. Il a un rôle clé dans l'équation. Il faut s'intéresser à lui de plus près, peut-être le sanctionner? Il est déjà sanctionné par les Américains. Et c'est ça qui commence à ébranler le régime. C'est pour ça que moi, je ne suis pas pessimiste. Ce régime, il est complètement refermé sur lui-même. Ils ne sortent pas dans la rue. Ils tiennent des réunions derrière des portes closes et ils ne gouvernent plus. Il n'y a pas de décision qui soit prise, à part les décisions de répression. Ivanishvili vient d'être sanctionné par les Américains, ce qui commence à créer sinon des remous, de la nervosité en tout cas, dans le premier cercle de ceux sur lesquels il repose, qui sont les hommes d'affaires, oligarques ou non, qui sont associés au pouvoir, parce que M. Ivanishvili a des parts dans pratiquement tous les grands business géorgiens. Et quand on connaît le système des sanctions, ça veut dire que tout le monde peut être associé à Ivanishvili et par conséquent indirectement
sanctionné. Donc il ça commence à bouger. Il n'est pas sanctionné par les Européens dans leur ensemble. Les pays baltes seulement. Non. Il a la nationalité française. Mais vous savez, dans cette affaire, c'est les sanctions américaines qui sont les plus importantes parce qu'elles s'appliquent partout, y compris dans les pays européens. Une fois que quelqu'un est sanctionné, tout le monde est censé... Ce sont les sanctions indirectes, d'ailleurs, qui posent des problèmes. Les sanctions américaines qui sont très importantes. Vous étiez présente à la cérémonie, à certaines cérémonies d'inauguration de Donald Trump, Salomé Zourabichvili. Vous avez rencontré d'ailleurs Donald Trump à Paris, puis vous avez vu des membres de son administration à Washington en insistant sur les intérêts d'ailleurs américains en Géorgie, dans les grands ports de la mer Noire qui pourraient tomber dans les mains chinoises. Les USA peuvent vous aider encore plus? Je pense que les États-Unis, si on croit et si on suit ce qu'est l'annonce de la politique américaine de la nouvelle administration, c'est une Amérique forte. Si l'Amérique est forte, elle ne peut pas accepter d'abord qu'un petit pays de 3,7 millions défie les États-Unis avec une rhétorique très anti-américaine, anti-occidentale, jusque-là en tout cas. Maintenant, ils essayent un petit peu de jouer la danse du ventre pour Trump, mais... Et surtout, la Géorgie a commencé sous le rêve géorgien et de façon accélérée ces derniers mois à faire venir les Chinois, à signer un accord stratégique de partenariat stratégique avec la Chine. Les négociations dont personne ne sait rien parce qu'elles ne sont pas transparentes, mais sont en cours sur le port d'Anaklia, qui est le grand projet sur la mer Noire, ainsi que sur le second aéroport où il semble bien que les Chinois soient en train de devancer ADP, qui était l'un des candidats les plus probables avant. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas laisser les Américains indifférent. Oui, le Premier ministre du rêve géorgien vient de dire, en effet, vous avez dit, il fait la danse du ventre au nouveau président américain, Irakli Kobakidze, mais il dit, finalement, nous sommes sur les mêmes, nous sommes ravis d'avoir un alignement sur les valeurs de l'administration du nouveau président. Il pense bien sûr à la façon dont il s'est attaqué aux personnes LGBT ou de la société civile, oui, tout etc. à fait. Les valeurs, sauf qu'il a été assis à côté du représentant du Hamas en Iran, et qu'il est félicité tous les 2 jours par tantôt Poutine, tantôt les autres membres du leadership russe. Ses amis ne sont pas vraiment les amis des Américains, ce sont les Chinois, les Iraniens, les Russes. Et donc je ne pense pas qu'il suffise de jouer avec la soi-disant proximité idéologique qui est un pur paravent pour permettre de renouer les fils avec les Américains après avoir véritablement eu une rhétorique anti-américaine que l'on n'a jamais entendue en Géorgie, alors que pendant 30 ans, la Géorgie a été, si les institutions ont été construites, si on a une armée, c'est grâce aux Américains, si on a des institutions, c'est grâce aux Européens. Et ce régime, depuis 2 ans, depuis la guerre en Ukraine pratiquement, ne cesse de tourner le dos à les nos institutions partenaires. Grâce aux Européens, précisons pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, effectivement, environ 85 millions d'euros destinés à soutenir les services gouvernementaux et donnés par l'Union européenne, premier donateur chaque année. Donc ce sont des sommes très importantes. Qu'est-ce que vous attendez précisément? Et nous étions le premier récipiendaire d'aide américaine par tête. Voilà. C'est pas rien. Qu'est-ce que vous attendez précisément des Européens, alors que, par exemple, c'est un autre Donald Tusk, qui lui est en Pologne, très en soutien de l'Ukraine, qui vient de prendre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Est-ce que vous en attendez du bien? Parce qu'avant, c'était un certain Viktor Orban qui ne vous voulait pas du bien. D'ailleurs, il est allé reconnaître les résultats de l'élection chez vous. Le lendemain matin. Voilà. Oui, alors non, pour nous, c'est une très bonne nouvelle, évidemment, que la présidence soit prise par la Pologne, qui est l'un des pays qui soutient la Géorgie et son parcours européen depuis toujours pratiquement, et son indépendance, parce qu'on a des cheminements qui sont très parallèles. On a connu la même histoire, donc il y a une très grande complicité, je dirais, avec la Pologne, de la même façon qu'avec les pays baltes. Le soutien de la France a été très marqué par Emmanuel Macron et par ses déclarations, comme on n'avait jamais vu, dont un discours destiné directement aux Géorgiens qui a été très apprécié.
Donc, du point de vue des pays, et nous avons maintenant un groupe d'amis de la Géorgie, de parlementaires, qui a été constitué, dans lequel il y a à la fois des Américains et des Européens, et qui est très actif. En revanche, les institutions européennes, donc la Commission et le Conseil sont un peu en retrait. Oui, ils ont été en retrait. On gelait les fonds pour l'instant parce que vous vous éloignez du chemin européen. On gelait effectivement 121 millions d'euros de financement. Et doivent les retransférer sur la société civile. Donc après, il faut voir comment ça va être fait. Mais les institutions européennes, effectivement, ont été gênées dans une politique plus nette par la Hongrie et le fait que la Hongrie a bloqué, par exemple, la décision sur les sanctions. On va voir ce que va faire la Hongrie au prochain Conseil européen. Est-ce qu'elle sera aussi active ou pas? En tout cas, c'est un vrai défi pour la politique européenne. Même si les Européens individuellement prennent des sanctions, le défi, c'est de savoir si l'Union européenne veut avoir une politique étrangère. Elle ne peut pas laisser faire ce qui se passe aujourd'hui en Géorgie, pays, encore une fois, qui est candidat à l'Union européenne, sans montrer qu'elle a des instruments pour réagir à cette situation. Il y a un autre sujet qui défie l'Union européenne, et c'est le sujet des élections. Parce que si l'Union européenne ne regarde pas de quelle façon la Russie, n'arrivant pas au succès et à l'objectif souhaité en Ukraine par la voie militaire, est en train de chercher une stratégie de rechange par la voie d'une stratégie hybride qui utilise notre démocratie, qui vise donc les élections. Et c'est ce qu'on a vu en Géorgie, en Roumanie, en Moldavie, où les élections ont été sauvées par la diaspora. Et on n'a pas d'instrument pour véritablement observer les élections et les observer à l'avance pour voir quel type de manipulation est en train de se mettre en place. Merci Salomé Zourabichvili d'avoir été en notre compagnie. Merci Madame la 5e présidente de Géorgie. Alors, vous restez avec nous. Face aux annonces de Donald Trump qui veut taxer les produits européens, eh bien, comment booster notre compétitivité à 27? Réponse tout de suite dans le débat au Parlement européen avec nos partenaires des chaînes parlementaires. Merci de nous rejoindre à Bruxelles pour parler de l'une des priorités de l'Union européenne en 2025, la lutte contre son décrochage économique. En effet, la richesse des États-Unis était déjà 15% supérieure à celle de l'Union européenne il y a 20 ans et aujourd'hui cet écart s'élève à 30%. Et l'an dernier, la production industrielle a diminué de 2,2% dans la zone euro avec des plans sociaux en cascade dans toute l'Union, comme celui très spectaculaire de l'allemand Volkswagen. Alors, face à la désindustrialisation, la nouvelle Commission européenne s'est donné 100 jours pour présenter son pacte pour une industrie propre et mettre en place les premières mesures préconisées par le rapport d'Enrico Letta sur notre compétitivité. On va écouter tout de suite la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Notre liberté et notre souveraineté dépendent plus que jamais de notre force économique. Notre sécurité dépend de notre capacité à être compétitifs, à innover et à produire. Et notre modèle social dépend d'une économie en croissance, tout en faisant face au changement démographique. Alors ce réarmement industriel nécessite beaucoup d'investissements, au moins 800 milliards d'euros par an. Mais où trouver cet argent quand les pays frugaux d'Europe du Nord refusent un nouvel emprunt commun entre les 27 États membres et s'en tiennent à la rigueur budgétaire? Et puis une autre question se pose, dans quel secteur stratégique d'avenir faut-il investir en priorité au détriment d'autres pans de l'économie? Alors pour en parler sur ce plateau, deux eurodéputés. Dirk Gotting, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé néerlandais. D'ailleurs, les Pays-Bas font partie de ces pays frugaux qui sont réticents à un endettement commun. On en parlera. Vous êtes membre du groupe du Parti populaire européen, au centre droit de l'hémicycle, et vous faites partie de la commission des affaires économiques de ce Parlement européen. Nous accueillons également sur ce plateau Marina Mesure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française du groupe La Gauche dans l'hémicycle européen, du parti La France Insoumise, et vous êtes membre de la commission de l'industrie au Parlement européen. Dirk Gotting, pourquoi d'ailleurs un tel décrochage qu'on a vu en termes de croissance et d'investissement entre l'Union européenne d'un côté, la Chine et les États-Unis de l'autre? C'est une
problème complexe. Ce n'est pas pour rien que M. Draghi a utilisé plusieurs centaines de pages pour expliquer, pour analyser. Premièrement, prix de l'électricité. Notre industrie peut utiliser une électricité qui est 3-4 fois le prix, celle qu'utilisent les Américains ou les Chinois. Deuxièmement, les Chinois et les Américains ont des plans de subvention énormes qui ne respectent plus les règles du commerce international, qui rend la compétitivité très difficile pour nos entreprises. Troisièmement, on manque vraiment des réformes structurelles dans notre marché intérieur en Europe. Marina Mesure, vous êtes d'accord sur le diagnostic, sur les causes de ce décrochage économique ? Pour moi, les causes, elles sont de deux ordres. Le premier, c'est la politique commerciale. Le deuxième, c'est la politique énergétique que vous avez mentionnée. Et je pense que depuis des années, on est en train de payer le fait que ces politiques commerciales et énergétiques sont désastreuses. Quand on parle du prix de l'énergie, comme vous le mentionnez, à juste titre, l'énergie est 3 fois plus chère en Europe qu'aux États-Unis. Eh bien, c'est parce que nous avons libéralisé le secteur de l'énergie, parce que l'Union européenne nous l'a demandé. Et derrière, par exemple, si nous prenons le cas de la France, l'électricité est passée depuis la libéralisation donc la libéralisation c'était en 2007, de 137% d'augmentation du prix de l'énergie. Évidemment, derrière, c'est qui paye? Les ménages, mais aussi nos entreprises. Donc les questions énergétiques sont, selon moi, au cœur de notre discussion sur la compétitivité. Alors on va prendre un exemple de ce décrochage très net. L'industrie automobile avec des pertes d'emplois massives. L'allemand Volkswagen pourrait supprimer 35 000 emplois d'ici 2030 en Europe. Est-ce que, d'abord, l'industrie automobile, elle a raté le virage de la voiture électrique et l'UE ne l'a pas assez aidé justement à se réformer ? Bon, ce n'est pas l'UE, c'est les choix des entreprises. Oui, ils ont raté le virage à l'électrique. Ils étaient en train de, surtout certaines entreprises en Allemagne, étaient en train de frauder avec des moteurs thermiques. Dans ce temps-là, ils auraient pu changer leur modèle et introduire plus rapidement les batteries. Mais je pense que le problème est plus grand que ça. L'Allemagne est en train de perdre son modèle économique basé sur l'exportation. En fait, dans le futur, l'Allemagne va devoir reposer beaucoup plus sur le marché intérieur européen. Qui est faible, parce qu'ils consomment très peu, les Allemands. On leur reproche d'ailleurs. Oui, mais ce n'est pas ça le problème. Parce que Mme Mesure disait que oui, l'Europe a forcé à libéraliser le marché d'électricité. On n'a pas vraiment un marché d'électricité du tout. Ce n'est pas intégré. La France bloque depuis des décennies des connexions avec l'Espagne qui pourrait en fait créer plus d'un marché d'électricité, mais la France protège, pour des raisons très claires, ce marché. Ils ne veulent pas intégrer en fait ce marché d'électricité. Du coup, non, on a besoin de plus de marché d'intérieur et plus de marché d'électricité en Europe. Marina Mesure, sur une réponse Oui, tout à fait, parce que les interconnexions entre les différents pays de l'Union européenne existaient avant même la libéralisation. Donc ce n'est pas une question d'interconnexion. La question du marché de l'électricité, c'est la question de la fixation des prix. Et la difficulté qu'on a avec la libéralisation du secteur, c'est qu'on a un prix qui ne correspond plus au coût de production. C'est-à-dire que vous parliez de la France. En France, on peut produire une électricité, et on a continué à la produire pendant la crise, pour nos entreprises à 40 € le mégawattheure dans le nucléaire, à 70 € le mégawattheure, par exemple, dans les panneaux solaires. Mais on pouvait la vendre sur le marché à 500 jusqu'à 1 000 € en août 2022, à 1 000 € le mégawattheure seulement parce qu'on a indexé le prix de l'électricité sur le prix du gaz, ce qui n'a aucun sens. Et derrière nous, des milliers d'entreprises ont fermé. Et pendant ce temps, des énergéticiens, pour la France, c'est 40 milliards ce qui se sont faits. De la différence entre le moment où ils ont pu vendre une électricité beaucoup plus chère que ce qu'elle leur coûte à produire. Et derrière, c'est un drame pour nos entreprises. Est-ce que quand vous voyez ce qui se passe dans l'industrie automobile, qui effectivement, la désindustrialisation est en marche, est-ce que c'est aussi dû, est-ce que vous reconnaissez que c'est peut-être un problème de coût du travail qui est élevé et en comparaison beaucoup plus élevé que celui de la Chine ou même des États-Unis? Figurez-vous que le directeur général de Renault a fait une interview il y a quelque temps et il a dit, pour construire la Renault 5 électrique, eh bien, ça me coûte 2 fois plus cher le coût de l'énergie que le coût du travail. Donc ça répond en partie à votre question. D'accord. Dirk Gotting, le coût du travail, c'est plus un problème pour la compétitivité européenne?
Non, c'est très élevé par rapport au reste du monde, c'est clair, même par rapport aux États-Unis. Non, je pense que le vrai problème derrière tout ça, c'est le changement démographique en Europe. On est de plus en plus en mesure de financer ce changement démographique. Et ça a à voir avec des retraites que vous avez en France, ce débat en ce moment-là. C'est extrêmement important pour avoir une future où on peut aussi financer une politique publique. Alors, financement, c'est le mot quand même. Selon le rapport Draghi, il faudrait chaque année 800 milliards d'euros d'investissement pour qu'on puisse être à nouveau dans la course. C'est 4,7% de notre richesse commune, le PIB, c'est-à-dire 5 fois le budget annuel de l'Union européenne. Les pays frugaux comme le vôtre, les Pays-Bas, finalement refusent un endettement en commun. On trouve l'argent. Mais je pense que c'est illusoire qu'on puisse acheter ce développement positif économique. On ne peut pas l'acheter. Il faut une structure de base qui fonctionne bien. Et là, M. Draghi dit surtout qu'il faut intégrer le marché unique, il faut investir dans la recherche, ce qu'on fait déjà beaucoup, on doit faire plus. Investir massivement, il dit, M. Draghi. C'est sûr, mais il y a déjà beaucoup d'investissements. Le budget de la France est énorme. Le Next Generation Fund de 800 milliards est énorme. Il y a même des pays qui n'arrivent pas à dépenser. Donc ça suffit, on ne fait pas un deuxième plan surtout pour le Pays-Bas, par exemple, nous, on pourrait emprunter moins cher, seul, qu'ensemble avec les autres pays en Europe. Du coup, chaque fois qu'on fait quelque chose comme ça, on finance la France dans ce cas-là, parce que la crédibilité sur le marché financier du Pays-Bas est utilisée pour réduire les risques pour la France. Marina Mesure, votre réponse à Diergating qui dit non, on ne va pas faire d'endettement commun des 27 et puis ça va encore aggraver cette crédibilité économique de l'Europe et notamment de certains pays comme la France qui sont déjà très endettés. On ne va pas s'endetter encore plus. La France n'a pas aujourd'hui de problème pour pouvoir avoir des prêts sur les marchés. Là, on n'a pas, la note de la France n'est pas dégradée, on n'a pas de difficulté pour pouvoir... C'est pas vrai, il a été dégradé plusieurs fois récemment. Aujourd'hui, on peut prendre de l'argent sur les marchés. La question de l'endettement commun, c'est de savoir si on est solidaire ou pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un emprunt commun, on permet à des pays, à un moment donné, on avait permis justement à la Grèce de pouvoir emprunter à des taux qui ne soient pas excessifs pour pouvoir, à un moment donné, avoir cette marge financière qui va nous permettre d'investir dans tout ce dont on a besoin. Et ce n'est pas que l'endettement. La question de l'endettement peut se poser aussi sur un rachat, par exemple, de la BCE, d'une partie de la dette publique comme elle l'a fait au moment du Covid. Ça peut être aussi des nouvelles rentrées d'argent. C'est-à-dire que les ressources propres, par exemple, il y a des prérogatives qui sont des États membres, celle de la fiscalité, mais il y a les ressources propres. Eh bien, par exemple, si nous mettions des barrières douanières, si nous mettions un peu plus de protectionnisme, comme le font les États-Unis d'ailleurs, comme le font la Chine, eh bien, nous pourrions récupérer un certain nombre de ressources pour pouvoir financer et aider justement les entreprises dans cette période extrêmement difficile. Un peu plus de protectionnisme, la taxe carbone à la frontière, des choses comme ça pour réajuster justement nos échanges. Je suis rapporteur pour la réforme de Code de la douane au Parlement ici et je pense qu'on est très naïf au niveau des flux commerciaux dans le monde. Du coup, là, je rejoins le collègue par rapport au fait que là, on ne sait pas se protéger en cet instant. Et c'est ça qui doit changer. Protectionnisme, je ne sais pas. Contrôle, je préfère contrôle que protectionnisme. C'est-à-dire qu'on ouvre nos marchés à des grandes puissances comme la Chine et les États-Unis qui subventionnent massivement c'est pas qu'on ouvre, économie. Ils sont ouvertes. Oui. Ils sont ouvertes et on sait rien faire. Est-ce qu'il faut risquer de se lancer dans une guerre commerciale, par exemple avec les États-Unis de Donald Trump? Il faut éviter... les guerres commerciales, c'est l'inflation. On va augmenter les prix pour les citoyens. Ça, c'est toujours pas une bonne idée. Alors, il faut essayer d'éviter. Mais si M. Trump augmente les tarifs, l'Europe devient vraiment le point le plus bas dans le système international et toute la surproduction chinoise arrive chez nous. Marina Mesure, les États-Unis, on l'a dit, ont mené ce plan de subvention massive de l'industrie verte d'ailleurs. Et de notre côté, nous avons listé 10 secteurs stratégiques, énergie, défense, numérique, industrie pharmaceutique d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire que dans nos investissements, il faut privilégier ces secteurs, mais se désengager d'autres secteurs? On pense à la métallurgie, sidérurgie, charbon, aéronautique qui sont plus polluants. Ils sont polluants mais extrêmement stratégiques.
La sidérurgie, aujourd'hui, ça sert pour l'automobile, ça sert pour le bâtiment. Donc, effectivement, on a besoin de produire, d'avoir de la sidérurgie en France. Je pense à ArcelorMittal, comme en Europe, est-ce que l'Union européenne doit le subventionner? Et par contre, on doit transformer l'outil de production. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est d'ailleurs des plans qui sont aujourd'hui en cours. ArcelorMittal, la transformation des fours pour qu'ils soient électriques, c'est une transformation qui est en cours. Et évidemment qu'on doit produire ici l'acier. Parce que ça veut dire quoi? Sinon, on va juste exporter la pollution. Ça veut dire qu'on va faire dans de moins bonnes conditions pour l'environnement de l'acier ailleurs. Et on se rend dépendant du reste du monde. À un moment donné où l'acier, c'est extrêmement stratégique et on en a besoin et on doit le produire ici. Et développer une filière de l'acier propre, c'est l'enjeu. Et d'ailleurs, l'objectif dans ces 100 premiers jours de la nouvelle Commission européenne d'Ursula von der Leyen, c'est de présenter en février son pacte pour l'industrie propre, Dirk Gotting. Est-ce que ce pacte va être si propre qu'annoncé, alors qu'on entend déjà certains lobbies, notamment dans le monde industriel, qui veulent supprimer certaines normes écologiques ou en tout cas empêcher leur application? Mais il faudrait certainement, et c'est ça que Draghi et l'État ont confirmé dans le rapport, il faut regarder les couches de règles. Il y a une pression bureaucratique sur les entreprises qui est énorme, qui souvent n'est pas cohérent entre les différentes législations européennes. Et là, il faut être très, très, très strict, enlever tout ce qu'on n'a pas besoin pour devenir compétitif, mais aussi de respecter les engagements sur le climat qu'on a fait. Et enlever certaines normes écologiques? Il faut déréguler dans une certaine manière. Vous entendez l'homme du PPE qui vous parle, du Parti populaire européen. Je pense qu'à gauche, vous ne serez pas d'accord forcément. Le Parlement européen, vous sentez une droite déterminée à booster la compétitivité en s'opposant à l'application de certaines normes et peut-être en votant contre d'ailleurs dans le futur? Oui, on a commencé à le voir avec la nouvelle majorité au Parlement qui s'attaque aux normes environnementales. Et c'est problématique à deux titres, aussi bien pour notre industrie que pour notre agriculture. Pour l'industrie, ce dont on a besoin, alors si on parle juste des normes en termes de paperasse, moi je suis d'accord évidemment de simplifier pour permettre à chacun de pouvoir être plus efficace au sein de son entreprise, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Là, au niveau des normes environnementales, on nous dit, par exemple, quand on a adopté à la fin de la dernière session le Hedzendia, c'était de se dire que si l'administration n'est pas capable de délivrer dans les temps des permis, c'est-à-dire si elle n'est pas capable de pouvoir faire toutes les analyses pour savoir s'il y a un impact environnemental, le silence vaut acceptation. Mais c'est totalement révoltant d'entendre ça. Parce que ce qu'on a besoin, c'est plus de monde, c'est-à-dire plus de moyens, de personnes pour pouvoir instruire les dossiers. Pas de se dire, s'il n'y a pas de personnes pour les dossiers, on va seulement ne plus appliquer les normes. Donc, pour moi, la question, là-dessus, on ne va pas vous réconcilier. Par contre, le dossier est quand même porté par un certain Stéphane Séjourné, donc c'est le commissaire français, ce dossier de l'industrie propre. Est-ce que l'un et l'autre, pour terminer, vous lui faites confiance pour avancer vite? La Commission européenne travaille en tant que collège. Du coup, il y en a plusieurs commissaires qui travaillent sur ce dossier. L'important, c'est qu'on va réconcilier, les industries stratégiques que Mme Mesure a déjà mentionnées, mais aussi fortement pousser les nouvelles technologies qu'on a besoin pour créer une innovation dans le futur. Et je pense que ce pacte doit marier les deux, doit protéger ce qu'on a, mais surtout créer une avancée sur des technologies clés du futur. Marina Mesure, pour finir, vous croyez dans ce pacte pour l'industrie propre présenté par Stéphane Séjourné? Non. Non, je ne lui fais pas confiance, autant que je ne fais pas confiance d'ailleurs à Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui l'a désigné. Et effectivement, je suis inquiète. Je suis inquiète de la situation parce qu'il y a urgence. On doit répondre à une urgence sociale et environnementale. Et aujourd'hui, ce qu'on a sur la table ne suffira pas. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat sur la compétitivité européenne. Et très bonne suite des programmes sur nos antennes. À très bientôt.